On apprend auprès des Américains qu'a priori, la Corée du Nord fournit des armes à la Russie, Lydie. Apparemment, les sanctions internationales, les sanctions occidentales, ce sont un coup très dur porté, il faut le dire, à l'industrie militaire russe, faute de composants, de pièces détachées. Eh bien, Moscou peinerait à se réapprovisionner, à réparer ces blindés qui ont été endommagés et se tournerait donc, vous l'avez dit, vers Pyongyang. Voilà ce que révèle en tout cas un article du New York Times qui s'appuie sur des renseignements des services américains. La Russie achèterait donc des millions d'obus d'artillerie, des roquettes. Mais ces informations déclassifiées, elles ne détaillent pas exactement de quel type d'armement il s'agit, ni quand est-ce qu'il a été acheté. Alors, pour certains experts, la Russie se tourne donc vers la Corée pour se réapprovisionner. Et c'est là, en fait, le constat de difficultés évidentes de son industrie militaire, de ses problèmes grandissants à soutenir son offensive en Ukraine. Et d'ailleurs, cet été, on a même l'ambassadeur de Russie à Pyongyang qui affirmait que Kim Jong-un pourrait envoyer des travailleurs coréens pour reconstruire les infrastructures qui ont été endommagées dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Parce que depuis le début de la guerre, l'arsenal russe s'est considérablement affaibli. Oui, c'est ça. Nous avons par exemple les chars russes qui sont considérés comme l'un des points forts de l'armée. Et cet été, le cap du millier de tanks côté russe perdu a été franchi selon les experts. Et d'ailleurs, chaque jour, on a le Kyiv indépendante qui répertorie les pertes russes. Et regardez, selon le journal, ce serait même plus de 2000 chars russes qui auraient été perdus. Alors, on garde tout de même en tête qu'il s'agit d'une guerre d'information également. Et ces informations, elles nous proviennent donc de Kiev. Oui, alors, on l'a vu, donc la Russie se réapprovisionne auprès de la Corée du Nord. Pas seulement. Oui, c'est ça. On apprenait il y a quelques jours que l'armée russe aurait également équipé son armée de drones venus là de l'Iran. Alors, on peut y voir également peut-être un signal de faiblesse de l'armée russe. La Corée du Nord, l'Iran, deux pays qui, on le sait, sont largement coupés du commerce international. D'autant plus que ces dernières semaines, l'Ukraine a intensifié son assaut contre les dépôts de munitions russes. Et puis d'ailleurs, selon l'état-major des forces armées ukrainiennes, les troupes russes utiliseraient désormais des armes qui sont périmées. Alors là aussi, ce sont des informations qui sont données côté ukrainien, diffusées sur la page Facebook. Mais surtout, l'armée russe aurait récupéré les S-300. C'est un système de mobile missiles sol-air. Ces informations-là, elles nous proviennent d'images satellites de la société israélienne ImageSat International. On le voit donc sur ces images. On verrait donc l'acheminement par bateau via la mer Noire. Merci beaucoup, Lydie. Est-ce que c'est un signe de faiblesse alors de s'approvisionner comme ça auprès de la Corée du Nord ou de l'Iran ? Je crois pas. C'est plutôt un signe d'interopérabilité. Ça prouve que la Russie a des partenaires qui fonctionnent avec le même type de matériel. On évoquait le fait de l'Inde. L'Inde est un gros acheteur de matériel militaire. C'est la raison pour laquelle il s'entraîne avec les troupes russes. Ça ne veut pas dire qu'il soutient les troupes russes, mais il fonctionne avec le même type de matériel. Et c'est le cas de beaucoup de pays dans le monde. C'est un signe de faiblesse, en tout cas pour une dimension. C'est qu'à force de tirer 50 000 obus par jour, obus aux roquettes, forcément, on arrive à saturation. Donc, il faut bien se réapprovisionner. Vous évoquiez la Syrie, vous évoquiez la Corée du Nord. On pourrait aussi évoquer le fait que les Russes sont en train de demander aux Indiens de leur rétrocéder les missiles qu'ils leur ont précédemment vendus. Ça prouve qu'ils ont un besoin de missiles pour une raison plus importante, c'est que là, pour le coup, les sanctions fonctionnent. Oui. Les sanctions fonctionnent car pour équiper un missile, quelle que soit la nature de ce missile, il faut des semi-conducteurs, des microprocesseurs. Or, il se trouve que Taïwan fournit à peu près 57% des microprocesseurs dans le monde et que la Corée du Sud à peu près 16%. Ce sont deux pays qui ne les produisent plus, ils ne le vendent plus à la Russie. L'article du New York Times, un petit peu plus loin, précise qu'ils ont découvert une liste d'achats que les Russes veulent faire via des tiers États, enfin un tiers acteur. En passant par des pays qui ne sont pas sous sanction, qui ensuite les retrocéderaient à la Russie. Donc la Russie a besoin impérativement de microprocesseurs, sinon elle n'a plus de missiles à tirer. Sauf à les acheter donc à la Corée du Sud, à la Corée du Nord, pardon. La Corée du Nord a 6000 pièces d'artillerie, donc a priori elle a de quoi fournir potentiellement la Russie. Mais c'est à la fois un signe de faiblesse sur le front ukrainien, mais c'est un signe inquiétant qui prouve qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en capacité, sur le très long terme, de rester aux côtés de Moscou. Oui, ça peut faire bloc, généralement. Non, mais je crois qu'il faut même prendre en considération qu'aucun pays aujourd'hui n'est capable de mener une guerre longue dans la mesure où l'économie de guerre n'existe pas.
Or, aujourd'hui, même la Russie, au bout de 6 mois, se trouve en situation de pénurie de matériel quel qu'il soit, parce qu'au bout de 6 mois, quel que soit le pays, on n'a pas les chaînes de production capables d'assurer le combat dans la durée. Donc, qu'est-ce qui arrive au bout d'un moment? On se tourne effectivement vers l'extérieur. Où puis-je trouver des munitions compatibles? Alors, tout ce qui est soviétique, effectivement, d'origine, ça peut très bien être utilisé en Russie. Donc, c'est un objectif. Ensuite, rappelons-nous quand même, effectivement, pour les microprocesseurs, on a de plus en plus d'informations qui sortent en disant que même l'armement russe aujourd'hui comprendrait des composantes achetées à l'Occident pour qu'il puisse fonctionner. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chemins de détournement qui existent et qui vont continuer. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on voit là? Pour moi, vous avez utilisé le mot axe tout à l'heure. Oui. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un axe des forces, que je qualifierais des forces autoritaires, qui se met en place avec une convergence d'intérêts justement pour faire la guerre à l'Occident, peut-être, mais au moins pour préserver, je dirais, la vie politique de ces États autoritaires qui sont engagés dans une guerre. Et effectivement, on a bien cette volonté, et tous ces pays qu'on vient de citer, ils sont là quand même. Alors, l'Inde n'est pas autoritaire, même si on regarde quand même le système politique aujourd'hui. Populisme, une démocratie. Mais évidemment, un gouvernement très populiste pour rester serein. Donc voilà, on est bien là. Et puis globalement, la convergence d'intérêts, c'est quoi? Réaction face aux États-Unis. Bien sûr. Donc c'est une guerre indirecte contre les États-Unis et leur puissance aujourd'hui. Économique notamment. Mais par rapport à cet axe, moi c'est intéressant parce que effectivement, je pense que c'est les États-Unis qui sont visés, mais on a quand même cette alliance évidemment des systèmes totalitaires, mais aussi des anciens colonisés. Et en fait, c'est assez intéressant d'avoir dans ces mêmes essais à la fois des pays qui ont été victimes de la russification et dans le même mouvement des anciens pays colonisés comme l'Inde. Effectivement, oui. Après, moi, je serais un tout petit peu plus vigilante parce qu'on nous avait déjà annoncé que la Russie cherchait à acheter de l'armement à la Chine, que la Chine avait démenti fortement. À ce stade, je n'ai pas vu les Ukrainiens déclarer qu'ils ont vu tomber des munitions nord-coréennes ou iraniennes, parce que il y a des choses inscrites dessus. En principe, ils sont censés les reconnaître. Donc, il peut y avoir aussi pas mal de propagande, soit de la part des États-Unis, ça arrive, ils en font aussi de temps en temps, et soit de la part, au contraire, de ces pays totalitaires qui essaient de prouver justement une unité qui n'est pas encore complètement à l'œuvre. Mais par contre, sur l'interopérabilité, ça reste à prouver. Sur l'interopérabilité militaire, avec l'Inde, c'est une certitude parce qu'ils ont énormément de matériel ex-soviétique, et c'est ce que les Ukrainiens avaient demandé au départ, ce matériel-là à l'Inde, parce qu'ils savaient l'opérer contrairement au matériel américain ou même européen qui s'exprime dans d'autres unités, que l'Inde avait refusé de livrer. Mais en l'occurrence, il y a une interopérabilité entre l'Inde et la Russie, elle est évidente. Voilà, ça, c'est indéniable. Il y a même une interopérabilité avec la Turquie. Je rappelle que la Turquie a acheté des systèmes S-400 à la Russie. Oui. Et je voudrais ajouter que c'est très important. Hier, un journaliste russe qui a travaillé sur le sujet du marché d'armes a été condamné en Russie pour 22 ans de prison. C'est Ivan Safronov. Et maintenant, cette sphère est totalement fermée pour tous les journalistes. Et c'était montré comment c'est dangereux s'interroger sur ces questions-là, l'armée et marché de l'arme de la Russie avec les autres pays. Merci beaucoup.